Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, un autre épisode dans la série Entrepreneurs. Et en fait, je vais vous parler de fausses croyances que beaucoup de personnes ont vis-à-vis l'argent, vis-à-vis comment on fait pour s'enrichir, comment on fait pour avoir plus de revenus, pour augmenter son salaire ou ses revenus en tant que travailleur autonome. Et c'est malheureux, mais tes proches, tes amis, ta famille, ce sont rarement les personnes les mieux outillées pour t'aider à faire plus d'argent. Tu peux pas demander des conseils sur la finance ou sur la business à tes parents qui n'ont jamais fait plus que 100 000 par année puis qui n'ont jamais travaillé à leur compte de leur vie. C'est pas qu'ils veulent pas t'aider ou qu'ils veulent pas que tu réussisses ou qu'ils veulent te nuire. En fait, c'est que pour eux autres, les conseils qu'ils te donnent par rapport à l'éducation, par rapport aux finances, par rapport à tout ça, ben c'est par rapport à leur propre expérience dans leur vie. Donc c'est sûr que pour moi, une des meilleures choses que tu peux faire pour élargir tes horizons, c'est vraiment d'aller parler à du monde qui ont déjà des vraies entreprises, qui font déjà de la grosse argent. Parce que quand tu parles à quelqu'un que sa compagnie a un chiffre d'affaires de 10 millions par année, que le gars il habite dans une maison à 2,5 millions, puis il y a une piscine intérieure avec deux chars de 500 000 dans un garage double, tu vas te rendre compte de deux choses. Premièrement, tu vas te rendre compte que, à part pour sa maison, ses voitures, puis tout l'argent qu'il y a dans son compte de banque, il n'est pas différent que toi, dans le sens que c'est pas un extraterrestre. Il va te parler comme tout le monde. Tu vas te rendre compte que c'est un humain comme toi, puis que lui aussi il vit des émotions, puis que lui aussi il a des inquiétudes, puis que lui aussi il a eu son propre parcours. Puis tu sais, ça va te faire réaliser que ce monde-là, entre toi et un gars qui a des millions, c'est pas parce que c'est un surdoué, là. C'est pas tous des prix Nobel du monde qui génèrent des millions. Donc, il faut que tu te rendes ça dans la tête. Et deuxièmement, en parlant des personnes qui sont rendues dans ces chiffres-là, dans les millions, c'est sûr que tu vas apprendre un paquet d'affaires. Tu sais, comment il a fait pour se rendre là, comment ça fonctionne son entreprise, comment il fait pour trouver ses clients, qu'est-ce qui est vraiment payant dans son modèle d'affaires, etc. L'idée derrière ça, c'est que quand tu parles à du monde qui ont déjà atteint tes objectifs financiers, puis qui ont déjà une entreprise qui fonctionne bien, ça t'ouvre les yeux sur bien des possibilités. Et encore là, comme je vous dis, c'est pas parce que sa business ça génère des millions par année que ce gars-là, c'est le bon Dieu, là. Dans le sens que faire du gros fric, ça veut pas dire que tu es un génie non plus. Ça veut pas dire que tu as la science infuse puis que tout ce que tu dis, c'est la vérité, puis c'est pas une affaire de. C'est pas une secte, ça là. C'est juste que de rencontrer un homme d'affaires qui a connu un certain succès financier, puis de pouvoir parler avec, c'est généralement une bonne manière de mieux comprendre le monde des affaires et ce que ça prend pour se rendre à ces niveaux-là. Et tout ça pour dire que si tes parents ou tes amis ou tes collègues ne sont pas dans la situation financière que tu veux atteindre, ben ignore leurs conseils puis leurs opinions. La meilleure façon de rester pauvre, c'est d'écouter des pauvres t'expliquer comment devenir riche. Quand j'étais jeune, le discours chez nous, c'était d'avoir des bonnes notes à l'école, d'obtenir un diplôme, de se trouver une job avec des assurances collectives puis un fonds de pension, et finalement, l'objectif absolu, c'était de devenir propriétaire en s'achetant une maison. Et c'était ça le succès aux yeux de mes parents. Et c'est bizarre parce que dans cette mentalité-là, on se fait féliciter quand on contracte des prêts. Tu sais, félicitations d'avoir acheté une maison avec un prêt hypothécaire sur 25 ans. Félicitations d'avoir financé tes études avec des prêts étudiants que tu dois rembourser à 7,4%. Félicitations pour ta belle voiture que tu vas rembourser pendant 7 ans. Et pourtant, à l'inverse, quand tu décides de prendre ton argent pour l'investir en bourse, là, le monde te dit que c'est dangereux, que c'est risqué. Quand tu prends ton argent durement gagné pour démarrer une entreprise, là, le monde va te dire que ça ne marchera pas ton idée. Puis finalement, si ça finit par fonctionner puis que ça roule tes affaires, que tu es rendu que tu fais plus que 400 000 par année, là, tout d'un coup, le monde te dit que tu es chanceux. Et il y en a même d'autres qui vont pousser l'audace en disant que tu es un crosseur puis que c'est de même que tu réussis à faire de l'argent, comme si la seule façon de s'enrichir, c'était soit d'être chanceux, soit d'être un arnaqueur. Et c'est là que tu vois que la vision de l'argent et de la réussite financière au Québec, c'est un peu le monde à l'envers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre économie capitaliste, pour générer des gros revenus, il faut avoir de quoi
qui a de la valeur aux yeux des autres, que ce soit des compétences, un produit, un service, quelque chose que les gens sont prêts à payer pour. Et le gros problème pour un certain nombre de personnes, c'est que tout ce qu'ils ont, c'est du temps et des compétences de base. Et à ce moment-là, étant donné qu'ils offrent des compétences de base, bien, il faut qu'ils échangent beaucoup de temps pour recevoir pas grand-chose en argent. Et il n'y a rien de personnel là-dedans. C'est que c'est une question d'offre et de demande. Et on peut en conclure que tu es toujours payé à ta juste valeur, peu importe ce que tu fais, dans le sens que si tu as accepté ce poste-là avec ce salaire-là, c'était probablement la meilleure offre que tu as reçue. Donc, à ce moment-là, ton salaire, c'est le reflet de ta valeur sur le marché du travail. Et à ce moment-là, la première étape, si tu veux augmenter ta rémunération, ben, c'est de développer des compétences et d'avoir des connaissances ou des aptitudes qui répondent aux besoins des autres. C'est tout le temps les autres qui vont te payer. Donc, plus tes skills sont rares, plus ils sont en demande, bien, plus tu augmentes ta valeur sur le marché du travail. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, ton salaire devrait être plus élevé. Et c'est le même principe pour les travailleurs autonomes. C'est-à-dire que plus vous offrez quelque chose qui est en forte demande et qui nécessite des qualifications particulières, que c'est pas n'importe qui peut faire ça, bien, plus à ce moment-là, vous pouvez charger cher à vos clients. Et l'idée, c'est que faut que tu te concentres là-dessus. Il faut que tu trouves de quoi, une expertise ou des compétences ou des connaissances très spécifiques qui sont en demande et qui répondent à un besoin, qui offrent une solution à d'autres personnes. Et c'est de même que tu vas recevoir de l'argent. Et l'idée derrière ça, c'est de lâcher les jeux vidéo, lâcher l'alcool, lâcher le pot, puis toutes les autres affaires qui te coûtent de l'argent, puis surtout en fait qui réduisent ta productivité. Honnêtement, la seule stratégie qui te garantit un succès quelque part dans le temps, c'est juste de travailler non-stop. Et quand je dis travailler, c'est pas nécessairement d'avoir 2 jobs puis de faire 16 heures par jour. Je parle aussi de travailler sur toi pour que tu aies de quoi à offrir, plus que ton temps à 20-25$ de l'heure. Il faut que tu mettes le focus sur les connaissances puis les compétences qui vont te permettre de demander une meilleure rémunération à un employeur ou d'aller charger plus cher à des clients pour un service ou un produit que tu es capable de leur offrir. Parce que si chaque matin, tu te lèves puis tu regardes ton compte de banque sur ton téléphone, puis que chaque journée, tu réfléchis à comment faire pour ramasser plus d'argent, ça n'a pas le choix de débloquer à un moment donné. Et c'est triste, mais dans la vie, tu peux pas tout faire. Tu peux pas devenir un athlète en même temps de jouer à des jeux vidéo à un niveau professionnel, puis en même temps de démarrer une entreprise puis de l'opérer. À un moment donné, il faut que tu choisisses c'est quoi ta priorité dans la vie, puis c'est là que tu vas mettre tout ton temps puis tous tes efforts, puis c'est justement là que tes buts, ben, tu vas réussir à les atteindre. C'est de même que tu vas réaliser tes objectifs. Parce qu'il n'y a pas personne qui est devenu riche par accident. Par exemple, moi, quand j'étais plus jeune, autour de 17, 18, 19, 20 ans, ben, j'étais accro aux jeux vidéo, là. Puis pas juste un peu. Je jouais dans ce temps-là, c'était Counter-Strike. Je jouais en mode compétitif. J'avais une équipe. J'apprenais les smokes, les pop flash, bref, des termes techniques pour ce jeu-là. Et l'idée, c'est que je mettais des heures là-dessus, je montais de niveau, de rank, mais finalement, au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que ça aboutissait à rien. Tu sais, au lieu de mettre tout mon temps à atteindre des niveaux dans un jeu vidéo, je pouvais mettre tout ce temps-là, toute cette énergie-là ailleurs. Puis pour moi, ça a été de rediriger cette obsession-là vers faire de l'argent, puis faire par mes propres moyens à mon compte. Et ça m'amène à vous parler d'une citation de Bill Gates, une citation en fait qui m'a fait réfléchir, et ça va comme suit. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 10 ans. Et je trouve que c'est tellement vrai parce que on a tendance à se mettre des objectifs exagérés pour le court terme. On veut doubler, tripler nos revenus en 6 mois. Puis de l'autre bord, on fait l'inverse à long terme. C'est-à-dire qu'on a de la difficulté à concevoir qu'est-ce qu'on peut réussir à accomplir sur une période de 10 ans. Juste imaginer l'effet des rendements composés de nos investissements. Juste imaginer notre entreprise pourra ressembler à quoi dans 10 ans. Tout ça, c'est difficile de se mettre ça en tête parce qu'on se concentre souvent sur
le court terme. Et la problématique avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, étant donné qu'ils n'ont pas atteint leur objectif après 3 à 6 mois, rapidement, ils abandonnent le projet parce qu'ils n'atteignent pas des résultats incroyables. Puis à la place, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'après quelques mois, que ça ne fonctionne pas encore, ben ils se lancent dans d'autres choses. Ils recommencent à zéro, puis après 6 mois, même principe, ils sont encore découragés, ils pensent que leur idée n'est pas bonne, puis ils repartent encore une fois dans un autre domaine, puis ainsi de suite. Mais dans les faits, justement pour réussir, faut que tu sois constant sur la durée, c'est-à-dire que tout prend du temps. Je veux dire, si tu veux écrire un livre, c'est pas vrai que tu vas faire ça en 2 semaines. Même principe, si tu te pars une chaîne YouTube, c'est pas en 3 mois que tu vas avoir des millions de vues sur tes vidéos. Et tu sais, on voit ça un peu partout. Là. Par exemple, j'ai vu je sais pas combien de podcasts starter, puis là, après le 5-6e épisode, c'est fini, il y a plus de nouveau contenu. Comme si la personne s'était rendu compte que c'était pas si facile que ça, finalement, enregistrer des podcasts à chaque semaine. Parce que vite de même, ça a l'air bien le fun de parler d'un micro puis de partager ça au reste du monde. Sauf que ça veut dire que il faut que tu produises constamment du nouveau contenu. Il faut que tu restes intéressant autant pour tes anciens auditeurs que pour ceux qui viennent de te découvrir. Et c'est sans compter le temps que tu passes à faire de la recherche sur tes sujets, à enregistrer le podcast en soi, à faire le montage, ou même si tu le délègues, il faut que tu payes la personne pour qu'elle fasse le montage. T'sais, après ça, c'est trouver le titre de l'épisode, et écrire la description, modifier l'image du podcast, préparer un thumbnail pour YouTube, etc. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a peu de monde qui gagne leur vie juste avec leur podcast. Pour la majorité du monde, et je m'inclus là-dedans, t'enregistres un podcast en plus de travailler pour faire de l'argent. Dans le sens que moi, pas parce que je fais un podcast que j'arrête de faire du trading, des consultations d'entreprise, d'écrire mon infolette, etc. Donc, c'est pas toujours évident de trouver du temps pour préparer et enregistrer un épisode à chaque semaine. Et je pense que c'est pour ça qu'on voit beaucoup de podcasts qui disparaissent après une dizaine d'épisodes. Les gens ont sous-évalué la charge de travail, puis ils pensaient atteindre des chiffres incroyables dans un court laps de temps, et encore une fois, ce n'est pas le cas. T'sais, pour ma part, quand j'ai commencé le podcast Finance 360, il y a 5 ans, c'était en 2019, et pendant les 6 premiers mois, j'avais à peine une centaine d'écoutes par épisode. Et c'était pas moins d'efforts pour produire un épisode dans ce temps-là, et pourtant, les résultats n'étaient pas là. Mais encore une fois, imaginez-vous si j'avais arrêté après le 10e épisode en me disant que je suis pas assez bon pour faire ça ou que ça vaut pas la peine de continuer à passer du temps là-dessus. Aujourd'hui, je me retrouve avec des milliers d'auditeurs qui m'écoutent à chaque semaine. Puis mon podcast, c'est le balado francophone sur l'investissement en bourse qui est le plus écouté au Canada. Et c'est seulement d'être conscient que les débuts sont jamais aussi glorieux qu'on pourrait penser, puis que c'est rarement un succès du jour au lendemain. Ça prend un certain nombre de temps, ça prend de la répétition, ça prend de la constance, puis c'est de même que maintenant, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu démarres, après un certain nombre de temps, si tu produis quelque chose qui a une valeur pour les autres, ultimement, ça devrait te récompenser. Et c'est le même principe quand tu te lances en affaires. Tu sais, le bout le plus fun de démarrer une nouvelle entreprise, c'est de trouver le nom, de te préparer le logo, tout le design, les couleurs, faire une page Facebook, un compte Instagram, faire ton site web. Puis après ça, tu fais l'annonce officielle sur tes réseaux sociaux. Le monde, il like ton statut. Tu as des beaux commentaires d'encouragement. Tu as des félicitations. Yes sir, let's go. C'est juste qu'après ça, c'est là que ça devient un peu plus plate. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est là que tu commences à travailler pour vrai, à trouver tes clients, à faire les tâches que tu as dit que tu allais faire, à t'occuper du marketing, à t'occuper de la comptabilité. Puis tu sais, faut pas oublier que quand tu es travailleur autonome, t'es pas payé à chaque heure qui passe, contrairement à un salarié. Il n'y a personne qui est là pour te dire quoi faire et comment le faire. Et c'est drôle parce que tout le monde veut être libre et autonome jusqu'à temps que tu aies un client insatisfait qui veut pas te payer, puis que tu peux pas l'envoyer à ton boss parce que t'en as pas. Quand tu es à ton compte, tout est de ta faute. Tu peux pas renvoyer la patate chaude à quelqu'un d'autre. Il y a juste toi qui peux trouver une solution. Et c'est malheureux, mais c'est garanti que quelque part là-dedans, tu vas te tromper, il va y avoir quelque chose qui ne marchera pas, tu vas perdre du cash, tu vas te faire dire non, peu importe. C'est juste normal.
Il n'y a personne en affaires que ça a été juste un succès en ligne droite. Dans les faits, l'échec fait partie intégrante du processus. Et ce que je trouve plate par rapport à ça, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui sont intéressés par les affaires et qui pensent qu'ils aimeraient ça être à leur compte, mais qui feront jamais le move parce que ils ont peur que ça marche pas. Et ce qui leur fait le plus peur là-dedans, c'est le jugement des autres vis-à-vis leur échec. Mais en même temps, ça fait pas de sens parce que tu as peur du jugement des personnes qui n'ont pas la situation financière ou la vie professionnelle que tu veux avoir. Et c'est ça qui t'empêche de faire le saut vers l'entrepreneuriat. C'est ça qui t'empêche de reprendre le contrôle de ta vie puis de tes finances. Et moi, je vais justement finir l'épisode là-dessus. Écoutez pas le monde qui vous dise que ça marchera pas votre affaire. Je me suis fait dire ça à chaque idée que j'ai eue, à chaque projet que je me suis lancé. Il y avait encore un paquet de monde qui doutait de mes tarifs, de la façon que j'allais le faire, de la façon que j'allais trouver mes clients. À chaque fois, je me remettais en question, mais j'ai quand même décidé d'aller de l'avant parce que dans les faits, dans 90% des cas, ils vont avoir raison. Ça marchera pas. Mais la beauté de ça, c'est que ça t'en prend juste une bonne idée. T'as pas besoin de 10 entreprises qui roulent, ça t'en prend rien qu'une. Donc ça vaut la peine de te tromper 6 fois si la 7e fois c'est la bonne, puis que ça t'amène à des niveaux financiers que tu n'aurais jamais pu atteindre avec ton salaire d'avant. Et même au-delà des revenus, si ça t'amène à prendre le contrôle de ta vie, à travailler selon tes propres horaires, à faire quelque chose que t'aimes, à quitter une routine qui allait te faire tomber en dépression, encore une fois, ça vaut la peine de faire le move, ça vaut la peine de prendre le risque, parce que ultimement, un échec, c'est pas une finalité. Tu vas te servir de ça comme une source d'apprentissage, c'est de l'expérience, c'est des acquis. Et ultimement, si tu ne lâches pas, puis que tu persévères dans peu importe ce que tu fais, ben, tu vas finir par réussir, que ce soit du côté financier, professionnel ou n'importe quelle autre affaire. Donc, je vais terminer l'épisode là-dessus. Si vous aimez le contenu du podcast, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et sur ce, on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.